для защиты России и нашего народа. L'option de la guerre peut apparaître a priori la plus rapide. But there's only one guaranteed way you can have peace. زلزال أمني وعسكري وسياسي ونفسي ومعنوي. They are fighting for the right of self-determination. 13 gone and not forgotten. We got 18 on Mountbatten. نحن مستعدين لأي اشتباك وفي أي لحظة وفي أي وقت. We shall fight with growing confidence and growing strength in the air. Bonjour et bienvenue, je suis Emmanuel Hériard et vous écoutez Récit stratégique, un podcast produit par Images d'ici et d'ailleurs, dédié à l'analyse et à la narration des conflits armés contemporains. Cette première saison se consacre à l'étude de la guerre dite de 66 jours, ayant opposé en 2024 le Hezbollah à Israël dans le cadre de la guerre de soutien à Gaza après l'attaque du 7 octobre menée par le Hamas en 2023. Un récit stratégique s'appuie non seulement sur le narratif et la connaissance de l'organisation qui a mené ce combat, en l'espèce le Hezbollah, dont j'ai pu rencontrer en septembre 2025 un membre de son état-major militaire. Et afin de mettre en perspective ces propos, plus d'une quinzaine de chercheurs et d'analystes vont aussi intervenir au cours des 14 épisodes que compose ce documentaire. Vous écoutez ici un hors-série autour de ce documentaire, en cela que nous avons décidé de diffuser aussi toutes les interviews in extenso afin de permettre d'aller plus loin, au-delà des coupes essentielles à la réalisation d'un tel projet. Parler du Hezbollah, de sa création, de son évolution, du parcours de ses chefs et de leur disparition, je reçois Aurélie Daher, enseignante-chercheuse en sciences politiques à Paris-Dauphine. Bonne écoute. Aurélie Daher, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignante-chercheuse à l'Université Paris-Dauphine. Vous travaillez actuellement sur les conflits armés et vous êtes plus spécifiquement spécialisée sur le Moyen-Orient. Vous avez soutenu une thèse qui est devenue un livre qui traite du Hezbollah, qui a été publié au PUF, aux Presses universitaires de France, et qui s'appelle Hezbollah, mobilisation et pouvoir, livre que je ne saurais trop recommander, qui a servi largement de base à l'élaboration de ce documentaire et de ma culture personnelle sur le Liban et sur le parti de Dieu en question. Et je vous interroge aujourd'hui dans le cadre de ce podcast et de ce documentaire sur le conflit ayant opposé Israël au Hezbollah. Et ma première question sera tout simplement de vous demander de nous expliquer quels furent les débuts du Hezbollah dans les années 80, qui sont encore occupés au Liban par la présence du Fatah palestinien, de la gauche libanaise, du Front de la résistance nationale libanais, et de la suite de la queue de la comète de la révolution iranienne en Iran. Tout à fait. En même temps, alors vous avez évoqué beaucoup de choses. Le Hezbollah, en tant qu'organisation, démarre réellement en fait en 82, à l'aune de la seconde invasion israélienne du Liban, donc au mois de juin. La première fois qu'Israël a envahi le Liban de manière réellement significative, donc c'était en 78, 4 ans auparavant. Pour autant, l'invasion de 82, elle est beaucoup plus ambitieuse que celle de 78. Elle est aussi bien plus violente, plus brutale et plus traumatisante pour les Libanais. Les Israéliens, en 82, mobilisent quand même 60 000 hommes au sol, ce qui, pour envahir un pays comme le Liban, qui, je rappelle, est grand comme un tiers de la Belgique, donc 60 000 hommes, c'est quand même pas rien, c'est énorme. Et les Israéliens vont bombarder de manière intensive par les airs, ils vont pilonner la côte par la mer, et le bilan va être catastrophique. On va avoir 20 000 morts, 30 000 blessés, et 90% des victimes sont des civils, dont la moitié des enfants de moins de 12 ans.
Et du coup, en réaction à ce traumatisme, un certain nombre de groupes libanais de résistance vont s'organiser et ils vont venir idéologiquement de plusieurs horizons. La plupart d'ailleurs viennent de milieux militants de gauche, notamment communistes, mais d'autres groupes vont être issus de milieux croyants pratiquants chiites, de 2 zones différentes, en l'occurrence, des milieux qui sont sur Beyrouth, mais aussi des milieux qui sont dans la Bekaa Nord, autour d'une ville qu'on appelle Baalbek. Et ces réseaux chiites, rapidement, en fait, ils fusionnent sous le nom de ce qui s'appellera la résistance islamique au Liban, la RIL, Résistance islamique au Liban, qui a pour objectif de renvoyer Israël de l'autre côté de la frontière. Et donc, c'est une organisation qui est à 100% militaire. Et, quelques mois après, elle se donne un pendant civil, une annexe civile, et qui prend le nom de Hezbollah. Et là, j'ai envie de dire, il faut apporter une petite précision, parce qu'en Occident, il y a une forme d'abus de langage, dans le sens où on confond dans le mot Hezbollah à la fois le militaire et le civil, et alors qu'en réalité, un petit peu comme on a pu avoir en Irlande il y a quelques années, vous savez, la différence entre l'IRA, le Irish Republican Army, et puis le Sinn Féin, donc une organisation militaire, et puis de l'autre côté, quelque chose de complètement civil et politique. Là, on a la même chose, on a la résistance islamique et puis on a le Hezbollah, 2 organisations qui servent toutes les 2 la même cause, et puis avec évidemment des va-et-vient entre les 2 organisations. Mais voilà, on a initialement, ça démarre comme une aventure purement militaire avec la résistance islamique, et puis qui s'appuie dans un second temps sur le Hezbollah, qui va fonctionner comme un réseau d'institutions civiles. Alors, on a parlé beaucoup du rôle de l'Iran dans la création de ce Hezbollah. Alors là encore, il faut apporter quelques précisions, parce qu'on a quelques idées reçues inexactes en Occident autour du rôle de l'Iran. La relation à l'Iran, elle existe, elle est absolument assumée par le Hezbollah, mais elle est beaucoup plus nuancée, plus complexe que ce qu'on imagine habituellement. Alors non, l'Iran n'a pas créé le Hezbollah. Non, l'Iran n'a pas créé le Hezbollah. La résistance islamique au Liban, comme le Hezbollah d'ailleurs, ont été pensés par des Libanais et pour répondre à un besoin libanais. Et d'ailleurs, de manière un peu comique, l'ayatollah Khomeini était contre l'idée d'investir des forces, de l'énergie, de l'argent, du temps iranien dans ce qu'il estimait être l'aventure Hezbollah. Il ne pensait absolument pas que ça pouvait fonctionner, donc il n'avait absolument pas envie de perdre du temps avec ça. Il partait du principe aussi que c'était une perte de temps dans sa guerre à lui contre l'Irak de Saddam Hussein. Et donc, au final, il a fallu que des amis de la résistance islamique, des amis en Iran, insistent auprès du régime. Et le régime de guerre lasse envoie, alors on n'a pas de chiffre exact, mais quelque part entre 200 et 500 pasdarans. Donc les pasdarans, c'est les gardiens de la révolution, c'est une catégorie de militaires iraniens, pour faire court. Donc les Iraniens vont envoyer quelques militaires, mais pour apporter aux Libanais avant tout un savoir-faire militaire et organisationnel. L'idée, c'est d'aider des gens qui n'ont pas de background militaire à monter justement donc un groupe paramilitaire. Et puis, toute cette relation dont on parle aujourd'hui, qui est plus organique avec l'Iran, en réalité, c'est quelque chose de beaucoup plus récent. Et ça date en réalité de la seconde moitié des années 2000, avec l'arrivée au pouvoir en Iran du président Ahmadinejad. Elle va atteindre une vitesse de croisière, si je puis dire, dans les années 2010, dans le cadre de la guerre civile en Syrie. Et parce que là, effectivement, dans le cadre de cette guerre, là, on voit la résistance islamique et les pasdaran travailler main dans la main en territoire syrien. Mais au démarrage, c'est vraiment quelque chose de très libanais. La relation avec les Palestiniens, elle est un peu compliquée parce que, alors, il est indéniable que certains combattants de la résistance islamique avant la création donc de celle-ci dans les années 70 traînent dans les milieux palestiniens. On a quand même plusieurs centaines de milliers de combattants palestiniens au Liban dans les années 70, surtout après le fameux Septembre noir de 1970. Donc ils sont armés, ils savent très bien se battre. Donc on a comme ça une partie de la jeunesse chiite qui traîne avec eux. Il y a évidemment des accointances idéologiques. Et puis, il y a aussi, à travers eux, le moyen de se former au métier des armes.
Sauf que du moment où, en fait, la résistance islamique va se mettre en place, du moment aussi où les groupes de résistance communistes vont se mettre en place et ces groupes communistes vont aussi recruter des militants chiites, en fait, le lien avec le Fatah va se dissoudre. Et finalement, la coopération avec les Palestiniens va très rapidement s'arrêter. Et puis, comme on le sait, de toute façon, après le siège de Beyrouth, pendant l'été, par les Israéliens, une des conditions pour obtenir le cessez-le-feu sera l'évacuation justement de la quasi-totalité de tous ces combattants palestiniens vers la Tunisie. Donc là, j'ai envie de dire, la résistance islamique mène sa vie libanaise sans les combattants palestiniens. Ces gens qui viennent peut-être d'univers différents, qui sont passés ou non par le Fatah, qui sont proches ou pas de certains Pasdaran, qui sont passés peut-être par de la gauche libanaise, par des partis de gauche. Quel est finalement qu'est-ce qui va faire le corpus idéologique du Hezbollah à ses débuts, et qu'est-ce qui va en rester au fur et à mesure des années? Est-ce que le Hezbollah, il a changé au cours de ça? Est-ce qu'il a fait une mutation, y compris idéologique, ou bien est-ce que c'est la même chose qui a été simplement retravaillée au cours des années en fonction des évolutions géopolitiques? Ah! Alors, il faut quand même garder à l'esprit que le Hezbollah aujourd'hui, maintenant plus de 40 ans, ça veut dire qu'on parle d'une organisation au sein de laquelle se sont succédés, ou en tout cas existent ou coexistent, pas loin de 3 générations, et d'ailleurs la 4e a déjà commencé à pointer son nez. 4 générations presque de militants, de sympathisants, et cetera. Le Liban a beaucoup évolué en 40 ans. Donc ça, forcément, ça veut dire aussi que le Hezbollah, sa vision du monde, ses seuils de tolérance évoluent aussi. Après, il faut bien garder à l'esprit que, comme j'ai envie de dire dans toute organisation militante à n'importe quel endroit de la planète, il est impossible donc de faire abstraction du contexte local, national libanais, mais aussi du contexte familial, des classes sociales dont viennent les militants. En fait, il faudrait surtout pas voir le Hezbollah comme une espèce d'ovni parachuté de l'extérieur au sein de la société libanaise et qui a aucune interaction avec la société libanaise. Le Hezbollah vient de la société libanaise, donc bien sûr, il a des objectifs, il a une certaine doctrine, il a une certaine lecture des choses. Donc c'est une organisation qui se présente comme croyante, pratiquante, chiite. Donc bien sûr, les valeurs du chiisme, on les retrouve. Pour autant, sa raison d'être initiale, c'est quand même la lutte contre la capacité de nuisance israélienne. Alors initialement, c'était lutter contre l'invasion et l'occupation. Après, ça a été donc 2000, du moment où le Sud-Liban a été libéré de l'occupation israélienne, du moment où le Hezbollah a mis fin à 22 ans d'occupation israélienne. L'objectif, ça a été en fait de continuer à protéger le territoire libanais contre des invasions ou des attaques israéliennes. Il y a cette idée donc le patriotisme et la défense du territoire, j'ai envie de dire, ça forme vraiment la matrice idéologique du Hezbollah. Et puis après, oui, on prend la religion, mais on prend aussi l'histoire du Liban, on prend aussi des référentiels de gauche, très internationalistes, très universalistes, pour appuyer le discours, pour appuyer la légitimité. Le Hezbollah peut très bien aussi, par moments, faire appel à la Charte des Nations Unies. Je me souviens d'une discussion que j'ai eue avec un haut cadre, c'était en 2008, un haut cadre du Hezbollah, et qui me parlait du droit à se défendre. Et puis il m'a dit, c'est quelque chose de toute façon qui est garanti par l'ONU, article 51 de la Charte des Nations Unies. Donc j'étais étonnée de voir qu'il était capable même de me donner le nom de l'article. Et je lui ai dit, est-ce que vous êtes en train de me dire que le Hezbollah, que le leadership du Hezbollah se plie à la Charte des Nations Unies? Et il m'a dit, je dis mieux que ça, je dis que la Charte des Nations Unies est conforme à nos valeurs musulmanes. J'ai trouvé ça un petit peu rigolo. Mais pour dire que le background idéologique du Hezbollah, évidemment, c'est un mix. Et puis, il ne faut pas oublier, il y a aussi l'effet générationnel. On avait initialement des personnes, vous savez, les personnes qui ont commencé le Hezbollah, c'était des personnes souvent qui ont dû quitter l'école ou l'université pour se battre dans le cadre d'une invasion.
On a beaucoup de cadres, même qui après sont devenus donc députés et cetera et qui ont dit: «Moi, initialement, j'avais prévu de faire des études de médecine. À cause de la guerre, bah, voilà, il a fallu porter les armes». Donc on a des personnes qui n'ont pas forcément des très grands diplômes, voire pas de diplôme du tout au démarrage, et puis ils vont faire leur éducation à travers, l'organisation qui, au demeurant, il faut reconnaître au Hezbollah, le fait qu'ils accordent beaucoup d'importance à la formation de leurs cadres. Il y a pas que l'idéologie, c'est-à-dire qu'ils ont formé des générations entières, à des compétences vraiment, très orientées management et gestion. Moi, j'ai rencontré plein de gestionnaires au sein du Hezbollah qui ont dit: «Moi, j'y connaissais rien». On nous a payé des formations en comptabilité, en, gestion RH, des choses comme ça. Et puis évidemment, bah, avec le temps, est arrivé vers le Hezbollah, une nouvelle génération qui elle, bah, voilà, pouvait, avoir, une licence, un master, voire des doctorats. Donc avec ça, bah, oui, ça a changé un certain nombre de choses en termes de communication, encore une fois, en termes d'approche de la politique libanaise, en termes aussi de manière de faire, de stratégie politique, à la fois interne, régionale. Donc non, le Hezbollah it's a mixed bag, comme on dit en anglais. Et à travers pour que nos auditeurs comprennent mieux, ce que peut être le Hezbollah, en tout cas, dans ces années 80, puis 90, jusqu'à la libération, de 2000, puis jusqu'en 2006, dans son évolution. J'aimerais qu'on aborde le cas de 2 personnages, alors, que moi j'appelle un peu centraux, mais dans mon récit, vous allez me corriger s'ils ne le sont pas forcément tant que ça dans l'organisation, au moins pour l'un d'entre eux. L'un, c'est Imad Mournier et le second, c'est Hassan Nasrallah. Alors, on peut pas passer que 5 minutes sur ces 2 personnages sur lesquels il y aurait à faire, pour chacun un podcast de plusieurs heures. Mais, dans quelle mesure je me trompe ou j'ai raison de choisir ces 2 personnages-là, pour pouvoir un peu, raconter la façon dont le Hezbollah va se dessiner, dans ces années-là? Alors oui, les 2 personnes que vous avez mentionnées sont très importantes au sein du Hezbollah de manière différente. Il y en a un qui est quand même plus important que l'autre et en l'occurrence, c'est le deuxième, Hassan Nasrallah, qui devient secrétaire général du Hezbollah à partir de 1992 et qui le reste jusqu'à son assassinat, donc en 2024. Donc il va rester quand même à la tête de, l'organisation pas loin de 32 ans, si je calcule bien. Et puis donc effectivement après, donc vous aviez mentionné auparavant donc, Ayman Mournier. Alors lui, c'est un personnage un peu différent. Alors pour les prendre dans l'ordre, Ayman Mournier, c'est un petit peu rigolo parce que vu depuis l'Occident, c'est un peu le fantomas du Hezbollah. Il y a énormément d'histoires, dont d'ailleurs, pardon, certaines sont parfois un petit peu fantasques, qui circulent sur son compte. On a même eu des films américains, des blockbusters, qui se sont inspirés de son personnage. C'est une grande obsession américaine, je pense, Ayman Mournier. Hem Et ça, c'est lié au fait que, en l'occurrence, Robert Baer, ex-agent de la CIA, a passé une grande partie de sa vie, à essayer de lui mettre, la main dessus et ça a muté en une grande frustration, la grande frustration de sa vie. Mais pour autant, quand on remet, Imad Mournier dans son contexte, là, cette fois-ci un peu plus réel, organisationnel, si on le remet dans l'histoire du Hezbollah, certes, il a été important, mais il n'a pas été le seul. Il n'a pas été important, tout seul. C'est-à-dire qu'il a travaillé en équipe avec d'autres personnes de sa génération qui avaient les mêmes compétences que lui. En l'occurrence, son histoire démarre, j'ai envie de dire, en tout cas pour ce qui nous intéresse, il démarre, avec ses relations avec le Fatah palestinien. Donc il va travailler avec le Fatah pendant quelque temps, mais c'est là qu'il va surtout apprendre à manier les armes. Je répète, c'est pas un cas isolé, hein. Plusieurs militants chiites, libanais travaillaient avec les Palestiniens au Liban dans les années 70. Et puis il y a quelque chose qui est intéressant dans Ayman Mournier, c'est qu'en fait, il est arrivé vers le Hezbollah paradoxalement assez tardivement par rapport à d'autres combattants du même calibre. Hem Et il a, un moment été, garde du corps, d'un grand, religieux, Mohammed Hassan Fadlallah, qui sévissait dans la banlieue sud, mais qui n'a jamais, eu de lien organique avec le Hezbollah, qui d'ailleurs a eu des relations parfois compliquées avec le Hezbollah. Puis après, Ayman Mourni a travaillé pour les Iraniens et c'est à partir de là, en fait, c'est à ce moment-là qu'il fait son arrivée dans le Hezbollah, c'est qu'il arrive dans le Hezbollah en tant que détaché
par les Iraniens pour justement un peu aider à la formation militaire. Et puis là, il reste et il devient il fait partie du top 10, on va dire, des personnages militaires et sécuritaires de l'organisation. Et puis, au final, il est assassiné par le Mossad en 2008 à Damas. Et ce qui va d'ailleurs provoquer un petit peu de friction entre le Hezbollah et les Iraniens d'une part, et puis le régime syrien d'autre part, parce que, comme on peut imaginer, le Hezbollah et l'Iran, d'abord, n'étaient pas très contents que le régime d'Assad n'ait pas garanti la sécurité de Mournier plus que ça. Et surtout parce qu'ils n'étaient pas tout à fait sûrs que le régime d'Assad n'ait pas volontairement détourné le regard, voire n'ait pas carrément prêté main forte aux Israéliens. Donc il y a eu un petit peu de brouille à ce niveau-là, au niveau de Ahmad Mournier. Mais Ahmad Mournier, c'est avant tout, voilà, c'est un grand chef militaire qui a pensé une partie des stratégies voilà, de résistance contre l'occupation, donc notamment entre 82 et puis 2000, et puis ensuite donc à nouveau en 2006 dans le cadre de la guerre des 33 jours. Hassan Nasrallah, c'est complètement autre chose. Hassan Nasrallah, donc c'est quelqu'un qui vient initialement, qui a commencé en fait à militer au sein de Amal, qui est le deuxième grand parti politique chiite. Et puis, suite à 82, il y a une brouille au sein de Amal autour de la manière dont doit se positionner le parti face à l'invasion et l'occupation. On a une partie qui est menée en l'occurrence par Nabih Berri, qui est encore aujourd'hui en 2025 à la tête d'Amal, une partie qui pense que l'action armée ça ne sert à rien, qu'il faut privilégier les canaux diplomatiques, qu'il faut s'en remettre à la France, les États-Unis pour faire pression sur Israël. Et puis, il y a une deuxième partie de l'organisation que va rejoindre en l'occurrence le jeune Hassan Nasrallah qui dit non, ça sert strictement à rien. Les canaux diplomatiques, surtout menés par les Américains, de toute façon, servent les intérêts d'Israël. Donc, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Il faut monter en fait une organisation paramilitaire. Il faut se former nous-mêmes au combat et il faut mener nous-mêmes combat contre Israël parce que si on ne le fait pas nous-mêmes, personne ne le fera pour nous. Et donc, ce jeune homme, puisqu'il est quand même très jeune à l'époque, va rejoindre en fait les fondateurs du Hezbollah. Il va être donc sous la houlette des deux principaux fondateurs, deux personnes qui s'appellent Abbas El Moussaoui et Sobhi Tfaili. Et puis, il va très rapidement gagner des galons en étant en fait le grand penseur de l'organisation interne du Hezbollah, mais là pour l'appareil politique, pour l'appareil institutionnel, pour l'appareil d'action sociale, notamment sur la région de Beyrouth. C'est lui qui va penser en fait toute l'organisation du Hezbollah sur la région de Beyrouth dans les années, enfin surtout à partir de 85. Et puis en 92, il a 32 ans à peine, quand est assassiné donc son mentor, qui est le secrétaire général du Hezbollah à l'époque, donc Abbas Moussaoui, que je mentionnais tout à l'heure. Et là, il est élu à l'unanimité pour prendre la suite. Et puis, c'est un peu drôle parce que, en fait, les gens extérieurs au Hezbollah ne le connaissaient pas, puisque, comme je disais, c'est quelqu'un plutôt de l'intérieur de l'organisation, qui faisait très peu de communication. Donc, la société libanaise ne le connaissait pas, la communauté chiite ne le connaissait pas trop non plus. Et c'est vrai que les premières fois qu'on l'a vu à la télé, voilà, les gens se sont un peu posé la question. Ils ont dit, oula, mais il a l'air un peu jeunot, celui-là, est-ce qu'il va y arriver ? Il y a quand même deux organisations, une militaire et une civile à gérer. Et puis, voilà, les paris, c'était soit il va vite être démis de ses fonctions, on va prendre quelqu'un de plus aguerri, soit on va le piloter voilà, par derrière. Et puis, il a créé la surprise. Il a créé la surprise en prenant tout ça d'une main de fer. On lui doit une montée en puissance de la résistance islamique. C'est lui qui va vraiment, on va dire, insister sur la montée en compétences et le développement des stratégies de guérilla de la résistance islamique face à l'occupation israélienne. On lui doit aussi un effort pour mettre fin aux bagarres internes au sein de la communauté chiite, notamment entre Amal et le Hezbollah, parce qu'il partait du principe en fait que les désaccords internes desservaient la lutte contre l'occupation. Son idée toute sa vie, ça a été si on bagarre entre Libanais, on perd du temps et de l'énergie qu'on devrait mettre à se bagarrer contre les Israéliens, et puis surtout les Israéliens vont pouvoir jouer sur nos fractures internes. Donc c'est quelqu'un qui va aussi gagner
on va dire, une grande popularité au sein de la communauté chiite, mais pas uniquement, à travers une certaine personnalité, un certain charisme, un certain type de communication, un refus complet du confessionnalisme, un refus complet des frictions internes entre Libanais. Ça peut paraître bizarre vu de l'Occident, mais c'est quelqu'un qui a souvent mis fin à aux chicanes internes libanaises et qui pendant très longtemps a joué l'arbitre parmi les partis politiques libanais. Donc même ses adversaires politiques lui reconnaissent ça. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas le Hezbollah, qui ne sont pas du tout d'accord avec le Hezbollah, mais qui sont capables de reconnaître que Nasrallah était quelqu'un qui avait quand même un certain QI et qui avait une certaine efficacité sur la scène interne. C'est quelqu'un aussi qui s'est fait remarquer parce que son propre fils est mort au front à l'âge de 18 ans, à la fin des années 90. Et ça a quelque part attiré l'attention en fait de ceux qui ne l'avaient pas encore remarqué parce que on n'a pas l'habitude en général de voir des leaders prêts à risquer, on va dire, leur famille pour leur cause. En général, les leaders planquent leur famille loin des ennuis. Et puis, son fils meurt au front. Et donc là encore, ça va renforcer, j'ai envie de dire, sa légitimité à la fois au sein de l'organisation, au sein de la communauté chiite et auprès de pas mal de Libanais. Et puis, c'est quelqu'un aussi, donc à partir de 23, qui va... Alors, c'est quelqu'un qui va être un peu polémique, il va perdre un petit peu quand même de sa popularité au moment de la guerre civile en Syrie, parce que il va étonner pas mal de personnes qui le voyaient comme justement le défenseur des opprimés. Il va un peu créer la surprise parce que à partir de 2013 en particulier, la résistance islamique participe à la guerre civile en Syrie aux côtés de Bachar el-Assad, pour soutenir Bachar el-Assad, contre une opposition initialement démocratique, laïque, etc. Donc ça passe pas très bien auprès de certains Syriens qui tout d'un coup, pour qui il tombe de son piédestal. Et en fait, il reprend du galon à partir de 23, donc à l'aube de la guerre de Gaza, où là, à la fois dans le monde arabe et au-delà, c'est très, très étonnant, au-delà du monde arabe, et quand je dis monde arabe, je dis Moyen-Orient, mais je dis aussi Afrique du Nord, il devient le héros arabe qui s'est battu pour la Palestine et qui est allé jusqu'au bout, et qui a payé d'ailleurs de sa propre vie, son engagement aux côtés des Palestiniens. Et ça a créé au sein des sociétés arabes un retour de pendule. Après la désaffection au début des années 2010, il redevient populaire comme ce héros arabe qui s'est battu contre l'oppression israélienne et contre la non-action en fait occidentale. On voit un peu en lui le responsable qui a fait ce qu'on attendait à la fois des responsables occidentaux, mais aussi des leaders arabes. Et en fait, quand il a été assassiné par les Israéliens en septembre 2024, ça a été assez étonnant de voir la diversité des hommages qui sont venus des quatre coins du Moyen-Orient et au-delà, pour son parcours. Comment expliquer, juste une toute petite parenthèse pour mieux comprendre le fonctionnement du Hezbollah. Il est élu plusieurs fois au poste de secrétaire et puis au bout d'un moment, on décide qu'il est secrétaire à vie. Qu'est-ce qui explique le fait de passer d'un système comme ça, alors qu'il était peut-être uniquement symbolique, mais en tout cas, il n'y a plus d'élection, il est devenu secrétaire à vie assez rapidement, au début des années 2000, il me semble? Alors non, c'est pas tout à fait ça, mais le résultat est le même. C'est-à-dire que le Hezbollah avait, dans son fonctionnement interne, l'habitude d'organiser des grands congrès. Le Hezbollah d'ailleurs de manière très intéressante et montée intérieurement comme en tout cas ça ressemble beaucoup, l'organisation interne du Hezbollah ressemble beaucoup à celle des partis communistes. Donc ils ont un congrès en fait biannuel, un peu comme les partis communistes. Après, ils sont passés à 3 ans, et après, quand les Israéliens quand les Israéliens ont vraiment commencé à chercher à l'assassiner, parce que
quand il a été assassiné en 2024, ce n'était pas la première tentative. Je pense qu'au total, il doit y avoir une quinzaine de tentatives à partir effectivement du début des années 2000. Le congrès va se tenir à des dates plus éloignées. Et puis, en fait, entre effectivement son rôle dans la libération du Sud-Liban en 2000, dans les succès de la guerre de 2006, la guerre des 33 jours, le fait que effectivement donc son fils soit mort pour la cause, tout ça, ça a fait qu'on a considéré qu'il était de toute façon difficilement remplaçable. C'est-à-dire qu'à défaut de le nommer officiellement secrétaire à vie, objectivement, on n'aurait pas vraiment vu qui aurait pu prendre sa place. D'accord. Hem, Concernant maintenant, ce qu'il a pu mettre en place, vous expliquez qu'il a mis en place un peu profondément l'organisation du parti à Beyrouth et dans la banlieue sud, j'imagine. Est-ce que, même si c'est là, pour le coup, c'est rentrer profondément dans ce qu'est la société Hezbollah, est-ce que vous pourriez me résumer, pour quelqu'un qui se fait l'idée juste d'un groupe armé, le propos de ce podcast, c'est d'expliquer, plus exactement ce qu'est la réalité du Hezbollah. Est-ce que vous pourriez évoquer ce qu'est la société Hezbollah, en fait? Qu'est-ce que ça regroupe comme ensemble d'institutions, de fondations, d'emprise sur la société réelle, quand on est chiite ou non chiite d'ailleurs, qu'on peut la côtoyer au quotidien, au sud ou à Darrié ou dans la Bekaa? Ouh, ça c'est une très grosse question. J'ai envie de dire, il y a 2 choses. Il y a l'appareil institutionnel, il y a les institutions, les fondations, qui relèvent du Hezbollah ou à travers lesquelles le Hezbollah, est actif au sein, de la société libanaise, pas uniquement au sein de la communauté chiite. Et puis après, il y a la société Hezbollah, c'est-à-dire, voilà, hein, les citoyens libanais, soit qui en sont, soit qui sont sympathisants, soit qui vivent, on va dire, dans des territoires où le Hezbollah est très présent. Ça, j'ai envie de dire, c'est deux choses différentes. Le Hezbollah, tout à l'heure, je disais qu'il fallait faire la différence entre la résistance islamique, donc la partie militaire, et puis le Hezbollah, qui est justement donc ce réseau d'institutions civiles et d'actions sociales. Le Hezbollah, il a donc un appareil politique, on va dire, donc où on va retrouver des députés, on va retrouver des ministres, on va trouver des conseillers politiques, etc., qui pensent la politique, en tout cas la participation du Hezbollah en politique interne. Et puis il y a tout un appareil donc que j'appelle d'action sociale. Il n'est pas forcément caritatif. D'ailleurs, le caritatif, le Hezbollah, c'est pas trop son truc, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Le Hezbollah redistribue très peu d'argent. Euh, en tout cas, d'un point de vue, je répète, soutien solidaire aux populations pauvres. Euh, les institutions du Hezbollah, les institutions civiles du Hezbollah, en fait, fonctionnent comme un complément à son action armée. C'est-à-dire que quand on regarde les grandes institutions du Hezbollah, elles font sens en tant que constellation autour du travail armé. On a, par exemple, la Fondation du Martyr, qui est une très grosse fondation, très bien dotée, qui s'occupe de prendre en charge en fait les familles, femmes, enfants, mais aussi parents et beaux-parents des combattants tombés voilà, au champ d'honneur. Ça veut dire on paye le loyer, ça veut dire on paye voilà, les besoins au quotidien, voilà, la voiture, l'école des enfants, les vacances, la sécu. Mais on a aussi, par exemple, la Fondation des blessés de guerre. Alors celle-ci, elle s'adresse à absolument tous les Libanais, n'importe qui au Liban, qui serait blessé dans une attaque israélienne, dans un bombardement israélien, que ce soit des chiites, des sunnites, mais aussi des chrétiens, que ce soit des gens qui aiment le Hezbollah ou qui complètement détester le Hezbollah. Tout le monde peut se présenter à cette fondation et dans les cliniques et les pharmacies qui en relèvent pour être soignés gratuitement ou à titre, enfin voilà, pour des montants complètement symboliques. Et puis il y a aussi une institution qui est très importante, c'est ce que j'appelle, enfin je la caricature un peu en la boîte de BTP du Hezbollah, donc Jihad el-Bina, donc c'est l'association d'efforts de construction, qui là aussi est un énorme appareil de construction, alors à la fois des bâtiments et
des structures utilisées par le Hezbollah, mais c'est aussi l'appareil qui se charge de reconstruire tout ce qu'Israël démolit ou endommage. Et là encore, c'est fait de manière complètement transconfessionnelle, c'est-à-dire que le Hezbollah a reconstruit autant d'églises que de mosquées partout au Liban où voilà, Israël a pu frapper. Donc on a comme ça un monde. On a aussi des écoles, un on a des dispensaires, on a aussi, pas mal on a un réseau d'associations sportives. Donc ça évidemment, ça structure la société, mais il y a rien d'obligatoire. C'est-à-dire que là où le Hezbollah est présent, les chiites n'ont pas obligation de s'adresser à ces institutions, n'ont pas obligation d'y participer et à contrario, tout le monde peut y participer. Je le répète, on peut être chrétien, on peut être sunnite, on peut et profiter des institutions du Hezbollah et aller faire, je sais pas, de la boxe dans un club de boxe relevant du Hezbollah. C'est quand même très ouvert. Le Hezbollah vraiment insiste au niveau ground zero, au niveau du terrain, pour être aussi inclusif que possible. Je répète, c'est très important pour eux parce qu'ils sont complètement traumatisés en fait par le fait qu'en 82, donc Israël en fait a réussi à être aussi impactante lors de son invasion parce que aussi le Liban était en guerre civile et donc il y a ce sentiment en fait que les gens qui voulaient faire de la résistance contre Israël se sont retrouvés pris entre le marteau et l'enclume, le marteau israélien et l'enclume de la guerre civile libanaise. Et le Hezbollah, on a gardé un espèce de traumatisme matriciel où à tout prix, il faut que la paix interne soit préservée. Ça explique aussi pourquoi parfois, quand ils sont pris à partie, parfois très violemment par leurs adversaires politiques libanais, ils préfèrent ne pas répondre ou en tout cas, ils préfèrent essayer d'ouvrir des canaux de discussion pour faire baisser la température. Donc ça, c'est voilà, les institutions du Hezbollah servent avant tout à donner une bonne image du Hezbollah, à soutenir l'effort de guerre du Hezbollah, à payer les pots cassés de l'effort militaire. Mais en revanche, je le répète, c'est pas une institution clientéliste. On n'est pas dans ce qu'on peut voir des autres réseaux d'action sociale d'autres partis politiques, parce qu'il n'y a pas que le Hezbollah qui a des institutions, des fondations de ce type-là. Si on prend le courant du futur de la famille Hariri, donc sunnite, très proche de l'Occident, des Français, des Américains, etc. Aussi, ils ont voilà, les hôpitaux, notamment l'hôpital universitaire de l'American University of Beirut, l'université américaine de Beyrouth, voilà, pendant très longtemps relevé des fondations Hariri. Il y a un système de bourse absolument énorme chez les Hariri. Donc, quand on compare le système d'action sociale du Hezbollah par rapport aux autres système des autres partis politiques, on voit tout de suite que les autres partis politiques sont justement dans des logiques plus communautaires, plus clientélistes. Il y a une espèce de deal, c'est-à-dire que si vous utilisez nos institutions, si vous bénéficiez de notre aide, on attend de vous du soutien, notamment au moment électoral. Le Hezbollah redistribue, je répète, très peu d'argent de ce type-là. Le Hezbollah est plutôt dans une logique de service, c'est-à-dire si vous avez un souci, si vous avez besoin, venez vers les institutions du Hezbollah. Et là, des bénévoles, le plus souvent, 90% des institutions fonctionnent avec du bénévolat, donc ça ne coûte pas grand-chose au Hezbollah. Voilà, les bénévoles vont venir vont trouver une solution à votre problème, vont passer des coups de fil à un médecin, à un directeur d'école, etc. vont faire les intermédiaires pour essayer de solutionner vos soucis. Mais ils ne sont pas très généreux en termes de redistribution de cash auprès de la population libanaise. Ça ne fonctionne pas tout à fait comme ça. Vous évoquez les dons de négociation de Hassan Nasrallah et puis du Hezbollah, en tout cas de sa branche politique. Je voudrais presque faire un parallèle dans ma question avec sa branche militaire. Dans quelle mesure, parce que maintenant je souhaiterais aborder la guerre de 2006, dans quelle mesure ce déclenchement, donc l'enlèvement de soldats israéliens qui patrouillaient le long de la frontière par des troupes du Hezbollah,
n'est pas aussi une manière pour le Hezbollah d'entamer des négociations pour la libération des prisonniers? Je rappelle rapidement que c'était donc une négociation qui n'avait pas abouti en 2004 avec une médiation allemande, si je ne dis pas de bêtises, et que donc le Hezbollah avait fait cette promesse qu'on libérerait des prisonniers. Dans quelle mesure on ne peut pas voir également donc la guerre de 2006 comme une forme de négociation en permanence, y compris avec son ennemi en face au sud? Alors, vous n'avez dit absolument aucune bêtise, effectivement, et notamment la médiation allemande a été une réalité entre, Israël et le Hezbollah pendant des années. Vous avez tout à fait raison, quand vous évoquez le fait en fait, il y a une continuité, entre 2006 et tout ce qu'il y a pu, avoir avant. La guerre de 2006, c'est une forme de continuation, des années d'occupation israélienne, même si de façon différente et avec des objectifs, pardon, différents d'un côté et de l'autre de la frontière. Il y a effectivement cette promesse qui a été faite de libérer les derniers prisonniers, mais en fait, je veux dire, ce n'est qu'une pièce du puzzle. Quand je disais tout à l'heure qu'il y avait une continuité des années d'occupation israélienne, avec des objectifs différents d'un côté et de l'autre de la frontière, alors d'un point de vue israélien, il faut pas oublier que, 2000 a été en fait un choc, déjà à l'époque. Il y a eu, une incompréhension, au niveau de l'establishment à la fois militaire et politique face au fait, qu'un groupe armé arabe, ait réussi pour, la première fois dans l'histoire d'Israël, justement à défaire, l'armée israélienne, hein, à la vaincre, et puis à la forcer, à se retirer d'un territoire, occupé sans contrepartie. Ça avait jamais été fait avant, et encore moins par un groupe qui n'est même pas une armée régulière. Et encore aujourd'hui, hein, ça reste inédit dans l'histoire, du Moyen-Orient. Donc il y avait un besoin côté israélien de rétablir la légende d'une Israël, invincible. Il y avait presque un souci, j'ai envie de dire, de fierté nationale, presque un problème d'ego. Parce qu'avec 2000, en fait, ce qui a été prouvé aux yeux du Moyen-Orient, c'est que l'armée israélienne, à cause du Hezbollah, elle n'était plus invincible. Et ça, c'était un problème pour les Israéliens. Alors côté libanais, effectivement, c'est un peu différent. Côté libanais, déjà en 2000, on considérait que le retrait israélien était incomplet, qu'il restait une portion des territoires libanais, et qu'il reste encore une portion du territoire libanais occupée par Israël, en l'occurrence ce qu'on appelle les fermes de Sheba et les hauteurs de Kfar Shuba. Et puis, comme vous l'avez mentionné, il y avait la question de tous ces Libanais que les Israéliens détenaient encore dans leur geôle. Et puis le problème, c'est que les canaux diplomatiques entre 2000 et 2006 ne fonctionnaient pas. La communauté internationale faisait la sourde oreille à ce sujet. Le gouvernement libanais avait fait plusieurs demandes. Et puis donc le Hezbollah réussit quand même par une médiation allemande en 2004 à faire libérer plusieurs centaines, alors c'est essentiellement des prisonniers, des prisonniers palestiniens, en échange de dépouilles de soldats israéliens et puis d'un haut gradé du Mossad israélien qui avait été enlevé en 2000 à la frontière. Donc cette histoire d'échange par médiation allemande, c'était quelque chose quand même qui était assez rodé, qui existait depuis les années 80, et puis donc il y a eu ce pic en 2004. Le pépin, c'est que donc, comme je disais, il en restait encore une poignée. Et là, Israël voulait vraiment pas les lâcher. Et donc, le Hezbollah, 12 juillet 2006, lance l'opération Promesse tenue. Voilà, c'est comme ça qu'ils ont appelé l'opération Promesse tenue, avec cette idée de on va faire comme d'habitude, on récupère 2 soldats israéliens, on appelle les Allemands, et puis comme d'habitude, on fait comme d'habitude. Sauf que cette fois-ci, le gouvernement israélien n'a plus voulu jouer la carte de la négociation. On a appris après la guerre qu'en réalité, le gouvernement israélien avait déjà, depuis un moment, dans les tuyaux, un plan d'attaque massif contre le Liban. Israël prévoyait en fait de déclencher quelque chose de massif à l'automne 2006. Et puis finalement, l'opération du Hezbollah prend Israël de court. Et donc Israël lance une guerre à la fois aérienne, maritime, et puis dans les derniers jours, une attaque terrestre contre le Liban. Alors on apprend, je répète, on a appris par la suite qu'Israël avait étudié les plans de cette attaque avec les Américains, qu'en théorie cette attaque contre le Liban devait servir un peu de manuel pour les Américains qui rêvaient d'aller en découdre avec les Iraniens. Les Israéliens donc prétextent une violation de la souveraineté
israélienne pour déclencher donc cette énorme réaction. Le gouvernement israélien annonce comme objectif d'anéantir complètement le Hezbollah, de récupérer les 2 soldats israéliens kidnappés et puis de faire tout ça en une semaine. Et puis aussi, le gouvernement israélien parle, je cite, de renvoyer le Liban 50 ans en arrière. Et puis au final, ça dure plus d'un mois, ça va durer 33 jours et 33 nuits de bombardements continus contre le Liban. Durant les derniers jours, Israël se rend compte que il n'y a rien à faire, elle ne perd pas. Bien au contraire, le Hezbollah, dans les derniers jours, en fait, augmente la cadence de ses tirs de roquettes sur le nord d'Israël. Les pressions diplomatiques, notamment françaises, parce que Jacques Chirac s'est démené dès le démarrage pour obtenir une solution à l'ONU. Donc les canaux diplomatiques finissent par avoir raison d'Israël. Même à Washington, on comprend que plus ça va, moins c'est forcément bon pour Israël. Et donc, Israël accepte de lever le drapeau blanc. Ça se solde donc par une défaite cuisante pour Israël. Et au total, on a 1200 morts côté libanais, essentiellement des civils, et une petite centaine de morts côté israélien, quasi uniquement des militaires. Les Israéliens vont mettre en place à cette époque-là ce qu'ils appellent la doctrine d'Aryeh, c'est-à-dire un bombardement massif, finalement de zones civiles, parce que tout le monde pourra toujours dire oui, il se cache au sein de la population. Il suffit de prendre un plan de Paris pour voir que la DGSE est logée dans le 19e arrondissement de Paris, que l'école militaire et les ministères le sont aussi, que des casernes sont à chaque porte de Paris, qu'il existe des tas de ressources humaines et matérielles, militaires ou stratégiques qui sont... En Israël aussi, le Oui, ministère de la exactement. Défense. C'est-à-dire que c'est difficile. Tel Aviv. Il n'est pas question de faire enfin, c'est pas un lit superposé, quoi. C'est-à-dire que les gens vivent et les éléments sécuritaires sont également font partie finalement de la vie de n'importe quel État, pas plus au Liban qu'en France qu'en Israël, etc. C'est partout la même chose, mais c'est souvent des choses qu'on reproche aux pays du Sud ou aux armées non étatiques, mais c'est une constante partout dans le monde. Cette doctrine d'Aryeh, le 24 août, auprès de, à l'époque ça s'appelait encore New TV, donc Al Jadid maintenant, le Saïd Hassan Nasrallah va dire si on avait su le niveau de riposte qu'allaient utiliser les Israéliens, on n'aurait pas déclenché cet enlèvement, donc cette guerre qu'on espérait lancer pendant 2 jours, faire une négociation, mais les Israéliens n'ont pas voulu négocier, comme vous le rappeliez. Est-ce que vous pourriez revenir sur cette doctrine-là, mais également la mettre à jour sur l'état d'esprit que pouvait avoir le Hezbollah au moment du 8 octobre, en fait, du 7 octobre, au moment du déclenchement du front uni pour eux en 2023. Dans quelle mesure cette doctrine-là de rasage de quartiers résidentiels, d'utilisation d'une force extrêmement surdimensionnée, va jouer pour le Hezbollah un rôle de refondation de sa doctrine d'affrontement finalement? Alors, bon, évidemment, on suppute un peu parce qu'on moi ne faisons partie du commandement militaire du Hezbollah pour avoir une vision parfaitement fiable. Mais moi, je dirais que à partir des données qu'on a, à partir à la fois des discours et de ce que fait le Hezbollah sur le terrain, je suis pas persuadée que le Hezbollah en octobre 23 lise les choses d'une manière complètement différente de 2006. C'est-à-dire que effectivement, Nasrallah a été surpris par le refus israélien de négocier en 2006. Ils avaient bien dit qu'ils ne voulaient pas d'escalade, qu'ils avaient dès le matin de l'enlèvement contacté les Allemands. Effectivement, Nasrallah a dit on aurait su, on se serait retenu. Ça ne veut pas dire que du coup, en octobre, il a changé d'avis. En octobre 23, il a changé d'avis. Je pense qu'il pensait
là encore, il allait pouvoir maintenir quelque chose, à faible intensité, surtout qu'il n'y est pas allé tout seul. Donc il y a ce qu'on a appelé l'axe de la résistance. On a plusieurs, partis, réunis autour, de l'Iran, de la cause palestinienne au Moyen-Orient. Donc on a vu plusieurs partis, apporter leur soutien, aux Palestiniens. D'ailleurs Nasrallah était très clair là-dessus. Il a clairement dit, «On n'est pas là pour faire le boulot à la place des Palestiniens. Il s'agit pas, de remplacer les Palestiniens, il s'agit, de leur apporter un soutien». L'idée, c'était un peu de détourner une partie en fait de l'énergie, des troupes, de l'effort de guerre, israélien sur la frontière nord d'Israël pour pouvoir soulager les Palestiniens. L'idée aussi, je pense, c'était de donner un sentiment aux Israéliens, d'encerclement. Il y a eu aussi donc, la présentation d'un nouveau, arsenal militaire avec, parce que par rapport à 2006, voilà, la portée des roquettes, du Hezbollah a quand même beaucoup évolué. En 2006, les roquettes du Hezbollah, les Katyusha, n'allaient pas au-delà de Haïfa, c'est 70 kilomètres grosso modo de profondeur. Donc inutile de dire qu'en 2006, si le Liban vivait, sous le feu des bombardements israéliens et puis qu'une partie du nord d'Israël, était planquée dans les bunkers, le reste d'Israël, était à la plage. Et d'ailleurs, c'était très drôle parce qu'il y avait enfin très drôle, entre guillemets, parce qu'on avait quand même pas mal de reportages dans les médias occidentaux qui montraient voilà, les Israéliens et les Israéliennes en maillot de bain, en bikini, sur les plages, pendant que à la frontière nord, ça chauffait. Là, en 2023, on est sur quelque chose de différent, puisque le Hezbollah nous fait comprendre d'abord qu'il a des roquettes qui peuvent atteindre, cette fois-ci, dont la portée peut atteindre le sud d'Israël. Le Hezbollah aussi nous a présenté des drones, le fameux Hod en juin 24, qui vont passer plusieurs heures dans l'espace aérien israélien sans jamais être détectés. Ils vont revenir avec le drone va revenir avec des images très précises très nettes en tout cas, de cibles stratégiques militaires israéliennes. Donc l'idée, c'est aussi de faire comprendre aux Israéliens que désormais tout le territoire israélien est à la portée de l'axe de la résistance. Donc l'idée, on est plutôt dans une espèce de tentative de rééquilibrer la terreur, j'ai envie de dire, de forcer les Israéliens à faire marche arrière, en leur disant: «Mais vous êtes encerclés et tout votre territoire est à notre portée». Je pense que surtout l'erreur de calcul, parce on s'est bien rendu compte finalement que, cette stratégie n'a pas été en tout cas bien pensée. En tout cas, ça n'a pas suffi pour, convaincre les Israéliens. Mais je pense que l'erreur d'estimation de Hassan Nasrallah en 2023, c'est qu'il n'a pas vu l'évolution des sociétés occidentales entre 2006 et 2023 et des gouvernements occidentaux. C'est-à-dire que lui, il avait fait aussi un pari, ce qui était que la France en particulier allait intervenir, ainsi que les pays, on va dire, occidentaux qu'il estimait, qu'il qualifiait les pays occidentaux raisonnables, je mets raisonnable entre guillemets, voilà, donc plutôt adepte de la diplomatie, contre l'usage excessif de la force. Il s'attendait en fait à voir des Jacques Chirac arriver à la fois, voilà, de la France, je sais pas, Allemagne, Autriche, Espagne, Irlande, et peser de tout leur poids face aux États-Unis, face à Israël, pour dire bon, maintenant ça suffit, vous avez eu votre vengeance pour le 7 octobre. Maintenant, on fait comme d'habitude, on se retrouve à l'ONU et on vote une résolution. Ce qu'il n'a pas vu arriver, et je pense qu'au demeurant, il n'a pas été le seul, ça a été le blanc-seing complet de à la fois l'Europe et l'Amérique du Nord à l'action israélienne et à la politique maximaliste d'Israël. Ça, il n'avait pas prévu, et ça a eu évidemment les conséquences désastreuses que l'on connaît à la fois pour les Palestiniens et puis aussi pour les Libanais. Concernant les conséquences pour les militants, mais au-delà, pour la société libanaise, je voudrais qu'on aborde le moment douloureux de l'explosion des pagers, des beepers et des talkie-walkie Oui. le lendemain, les 17 et 18 septembre. Comment est-ce que finalement, bon, il m'a été raconté comment c'est vécu, puis moi je l'ai vu à travers les médias,
mais comment est-ce que vous l'analysez? Quel type quel type d'électrochoc ça va faire au sein de la société libanaise et au sein de la société du Hezbollah, finalement? J'ai une lecture un peu particulière de l'épisode des beepers parce qu'on en a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé en Occident. Israël l'a largement, mise en avant, pour montrer, voilà, son efficacité, les talents du Mossad, la qualité de son renseignement, surtout après donc 2006 où le Mossad s'est sérieusement fait taper, sur les doigts. Donc là, à travers l'opération des beepers, Israël a vraiment mis ça en avant pour montrer que, vous voyez, on s'est bien mis en selle. On en a beaucoup parlé dans les médias occidentaux comme étant quelque chose, au demeurant, c'est vrai, spectaculaire, quelque chose qui a fait du dégât. Et pour autant, je pense que d'un point de vue impact et d'un point de vue retour sur investissement stratégique, c'est quelque chose de très surestimé. L'onde de choc, la vraie, ça a été plutôt la perte de Nasrallah. La perte de Nasrallah, l'assassinat de Nasrallah, ça a secoué, ça a désemparé bien plus que l'attaque des beepers. Je pense que sur la question des beepers, je répète, c'est spectaculaire à voir, mais si on regarde un peu l'investissement qui a été mis pour pouvoir mettre en place cette opération, le but de l'opération, c'était quand même de tuer l'équivalent de 3000 hommes du Hezbollah. Il y a eu 3000 personnes touchées. Le but du jeu, c'était quand même de les tuer. Et au final, sur 3000 pagers qui ont explosé, on n'a eu qu'une trentaine de morts. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour parler comme un militaire, on a un retour sur investissement de 1%. Je répète, c'est 1%. Et autant les Israéliens, dans les médias occidentaux, ont vraiment mis ça en avant, se sont félicités, autant, ça a été beaucoup moins rapporté, Netanyahou et le gouvernement israélien en général, portes et fenêtres fermées, ont enragé, ça on le sait de sources sûres, face aux résultats. Et Netanyahou lui-même aurait utilisé le terme de résultat minable. Il aurait utilisé le terme minable. Et après, pour la société libanaise, alors les blessés, eux, ils ont perdu un œil, ils ont perdu parfois 2 yeux, ils ont perdu 2 doigts. Les blessés, eux, ils sont devenus de véritables héros de leur société. Et ça a créé paradoxalement, en fait, contrairement à l'espoir israélien, une espèce de resserrement accru de la part des sympathisants autour de ces personnages et autour du Hezbollah. D'ailleurs, on le voit au quotidien, si vous vous baladez dans les zones chiites, éventuellement vous allez en rencontrer un ou deux. Vous voyez bien, les gens sont extrêmement gentils avec eux, les aident. Quand ils arrivent dans les cafés, on refuse de leur faire payer, on leur coupe les cheveux chez le coiffeur gratis. Ils sont extrêmement respectés et soutenus. Et donc, j'ai envie de dire, pour la société libanaise, en tout cas pour le Hezbollah, ça a été beaucoup moins déstabilisant que l'on a pu le raconter dans les médias occidentaux. Je répète, c'est plutôt l'assassinat de Nasrallah qui a créé vraiment. Il y a eu vraiment un petit moment où le Hezbollah a eu le sentiment qu'il perdait l'équilibre, et puis il y a eu un peu panique dans la maison. Vous savez, si on revient donc sur l'histoire des pagers, donc Israël voulait assassiner 3000 combattants et puis espérait aussi on va dire, rabaisser l'efficacité des combattants qui, au même moment, se battaient contre les troupes israéliennes au sud Liban. Et on a bien vu sur le terrain que après l'opération des pagers et même après l'assassinat de Nasrallah, qui a suivi donc quelques jours plus tard, ça n'a rien enlevé à l'efficacité des combattants sur le terrain. Je vais vous donner un exemple très simple que je trouve très parlant, c'est que en 2006, lors de l'invasion terrestre d'Israël au Liban Sud, les troupes israéliennes ont quand même réussi à pénétrer jusqu'à 25 km à peu près en territoire libanais, 25 km de profondeur en 2006. Et en 2024, malgré l'opération des pagers et malgré l'assassinat de Nasrallah, les combattants ont réussi à tenir tête et les Israéliens n'ont pas réussi à entrer au-delà d'1 kilomètre, 1,5 kilomètre. Donc voilà, on peut penser ce qu'on veut de l'opération des pagers. Moi, j'ai envie de dire, voilà, les faits sont là.
l'opération des pagers sur le plan militaire et sur le plan stratégique, ça a été un flop. Après, effectivement, au niveau de la société, bon, ça fait mal, ça c'est sûr. Mais c'est pas vraiment ça qui a déstabilisé le Hezbollah. Vous faisiez référence à l'assassinat de Nasrallah. J'aimerais qu'on y vienne par une petite étape. Malheureusement, le temps nous est compté, donc on est bien obligé d'avancer un peu grossièrement et de faire des petits chapitres comme ça. Heu, il va y avoir une décapitation quasi totale du premier, second et d'une partie d'une troisième cercle, de nombreux responsables, locaux, de la force Radouane qui vont être, éliminés quasiment sur une journée et puis, des responsables de tout un tas de choses au sein de Hezbollah pour arriver à une sorte de point d'orgue, effectivement à l'élimination non seulement de Hassan Nasrallah, mais de plusieurs personnes, une grosse dizaine de personnes avec lui dans le bunker, dont ses plus proches conseillers, dont on suppose qu'ils étaient en train de regarder l'allocution de Netanyahou, à l'ONU ou en tout cas de réfléchir aux conséquences et on revient peut-être à l'idée d'une négociation, qui est aussi en cours dans leur tête, mais également l'assassinat du successeur, supposé ou présumé de Hassan Nasrallah. Est-ce que vous pouvez vous revenir, et nous expliquer du point de vue d'un chercheur, d'une chercheuse qui est spécialiste vraiment sur le Hezbollah et qui connaît bien son environnement. Qu'est-ce qui a qu'est-ce qui apparaît là? Pardon, je refais ma question. Qu'est-ce qui se joue dans la décapitation de cet état-major? Comment se retrouve le parti à la mort de Nasrallah? Hem, alors, avec Nasrallah, effectivement, ont disparu, un certain nombre de chefs militaires, qui venaient en fait de la première génération de 82, qui s'étaient formés, donc à la guérilla pendant les années donc de 82 à 2000, les années d'occupation israélienne jusqu'à la libération, qui, aussi se sont formés, alors cette fois-ci à contrer, une bourrasque massive, intensive, concentrée, donc ça c'était en 2006. Donc on a perdu, on va dire, un certain nombre de personnes qui avaient une expertise terrain, puis évidemment il y avait, l'expertise terrain de la Syrie, ça aussi très important. Pour autant, il ne faut pas, résumer l'appareil militaire à ces personnes, dans le sens où, l'appareil militaire du Hezbollah fonctionne un peu enfin non, carrément comme une armée. Donc essayez d'imaginer, je sais pas, on décapite, l'état-major, voilà, des forces françaises. Est-ce que ça veut dire qu'il y a plus d'armée française? Non. En fait, ce qui se Moi je passe, pense c'est que oui. que, bah Moi je pense que si on décapite l'état-major de l'armée française, il y a plus d'armée française. alors il faudra en Et je discuter pense avec que des beaucoup de militaires. militaires partagent mon avis, enfin, ceux que j'ai interviewés restent un peu sans voix sur la façon c'est ma question suivante, en fait, mais vous avez Mmh mh. déjà abordé, donc on peut mélanger toutes ces questions-là. La capacité de riposte du Hezbollah, qui est pas que symbolique, après l'assassinat, après la perte de chefs locaux, après la perte de matériel, le fait de pouvoir réalimenter le front au sud, de faire une résistance à 5 divisions qui essaient de rentrer, vous l'avez rappelé, qui vont jamais rentrer de plus de 1 ou quelques kilomètres, de manière très symbolique parce qu'ils vont se replier quasi immédiatement, hein. C'est-à-dire qu'ils vont jamais occuper le sud Liban. Heu, le fait de pouvoir tirer des missiles et des missiles qualitatifs, sur Haïfa, sur Tel Aviv, d'envoyer un drone sur la résidence de Benjamin Netanyahou, après et cetera. Heu, moi, j'essaie de l'analyser comme quelque chose où, le Hezbollah a quelque chose je suis pas sûr qu'une armée régulière aurait en cette capacité. Si on regarde, les échecs de l'armée française, notamment en 39-45, alors, au moment où la ligne Maginot, s'écroule, en fait, elle s'écroule pas. On a ce mythe de se dire: «Ah, les Allemands sont passés» et cetera. Il y a eu des envoyés de Pétain pour faire lâcher les gens sur le front à plus de 3-4 jours après la signature des accords finalement de reddition de la France, parce que ça ne lâchait pas. Mais l'état-major, lui, avait complètement lâché, c'est-à-dire qu'il y avait plus rien, il y avait plus de volonté. Là, franchement, de mon point de vue, il y a un état-major quasiment complet qui se fait éradiquer et la résistance arrive à continuer. Alors, pas forcément au niveau où elle l'aurait souhaité et sûrement pas
sans les personnes avec lesquelles elle aurait souhaité continuer. Mais moi, je ne suis pas sûr qu'une armée régulière soit dans cette capacité de pouvoir réagir aussi rapidement à la décapitation de ses chefs. Alors, j'ai peut-être, mal choisi mon exemple quand j'ai parlé de l'armée française et après ça dépend aussi de l'armée française à quel moment. Mais ce que je voulais dire, c'était que par rapport à une armée régulière, il faut aussi penser le Hezbollah aussi comme une armée régulière dans une grande partie, dans le sens où il y a une hiérarchie, il y a un système de promotion. On a voilà, quand un haut gradé part à la retraite, eh ben, son subalterne prend la place. Il y a un jeu aussi de voilà, compétences et cetera. Il y a un jeu d'ultra spécialisation, surtout depuis la Syrie. Et puis, il y a aussi, une confiance qui est donnée, aux officiers, aux SOSOF, sur le terrain par petits groupes et ça donne ce que vous avez mentionné, le fait qu'en fait, même si, l'état-major, n'est plus là, en fait, sur le terrain, ça continue à tourner, ça continue à fonctionner. Ça, c'est très net. Moi, je il y a j'ai mené des entretiens avec, donc un certain nombre de combattants, notamment de la première génération, donc ceux qui avaient fait la bataille de Khaldé en 82, qui avaient bloqué l'entrée israélienne dans Beyrouth. J'ai discuté avec des cadres et justement, je leur ai posé un peu la même question, la question que vous posez. Et la réponse qui m'a le plus intéressée, qui m'a le plus étonnée aussi, c'est la suivante. Parce qu'on a beaucoup parlé aussi, vous savez, après justement la disparition de l'état-major du Hezbollah, on a beaucoup parlé des querelles internes et puis d'une fragmentation interne, etc. En réalité, le vrai débat, si j'ai bien compris, en tout cas, c'est ce qui est ressorti de la plupart des entretiens et de personnes qui ne se parlent pas forcément, donc il n'y a pas de raison qu'elles se soient mises d'accord sur une version en amont. C'est la suivante en fait, c'est qu'il y avait déjà depuis un moment au sein du Hezbollah, comme je disais, hein, qui a plus de 40 ans, avec plusieurs générations qui se succédaient, il y avait une certaine lassitude, on va dire, ou peut-être de la grogne de la part des jeunes, hein, jeunes générations. Alors quand je dis jeunes, je parle des quarantenaires, des jeunes quarantenaires qui avaient un peu le sentiment que bah, ils étaient aussi bien formés, voire mieux formés que ceux qui avaient fait la guerre de 82 et puis la lutte contre l'occupation voilà, jusqu'en 2000, qui partaient du principe qu'ils avaient aussi des compétences, aussi des choses à dire, qui voulaient faire évoluer le style militaire du Hezbollah, notamment en l'emmenant vers plus de technologie, plus de renseignements. Et ils avaient le sentiment que ben, ce qu'ils appellent un peu les papilles, s'accrochaient un peu à leur chaise et voulaient pas partir. Et puis il y en a un qui m'a quand même dit, il m'a dit, tu sais, pendant très longtemps, j'arrêtais pas de dire aux jeunes, oui, 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 vous avez de très bonnes idées. Oui, 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 mais c'est encore tôt. De toute façon, tant que notre modèle des années 80 et début des années 2000 fonctionne, il n'y a pas de raison de le changer. Et il a eu l'honnêteté de reconnaître, il m'a dit, tu sais, là, cette guerre, bah, justement, ça a été l'occasion pour nous, à quelque chose, malheur est bon, m'a-t-il dit quand même. Il a eu le courage de me dire ça. Il m'a dit, à quelque chose, malheur est bon. Il m'a dit, ça a été une baffe pour les vieux. Et les jeunes nous ont dit, vous voyez, on vous l'avait dit, vous nous auriez laissé les manettes plus tôt. Peut-être qu'on aurait voilà, moins souffert cette fois-ci. Et il dit, le fait est que ça a été reconnu par beaucoup de personnes au sein du Hezbollah, dans justement les premières générations. Et on a accepté d'être mis au placard ou d'être voilà, mis en semi-retraite ou à des postes symboliques voilà, pour nous remercier de nos au service. Il dit, en ce qui me concerne, moi j'ai dit, bah écoutez, oui, ok, je pense que là, cette guerre nous a montré qu'effectivement, il faut laisser les jeunes qui sont plus adaptés au temps présent prendre les leviers. Et puis il dit, de moi-même, je me suis mis en retraite, maintenant je m'occupe de mes petits-enfants. Et voilà, et de temps en temps, je prends le café avec les anciens, mais c'est tout. Donc, je pense qu'effectivement, il y a eu un électrochoc, il y a eu un moment où, oh là, ils ont un peu perdu l'équilibre, mais ça n'a rien changé. Donc, au niveau du ground zero, l'idée d'un cessez-le-feu, elle avait déjà été acceptée par Nasrallah avant son assassinat. Donc, au final, les trous ont été comblés très rapidement.
même si aujourd'hui, évidemment, le nouvel organigramme, on ne le connaît pas et il est maintenu secret pour des raisons demeurant qui sont évidentes. Chat échaudé craint l'eau froide. Mais je pense que il y a aussi il y a eu un travail de fait au sein du Hezbollah, un peu comme les Israéliens d'ailleurs en 2006. Les Israéliens en 2006 avaient lancé la commission Winograd, hein, pour étudier avec beaucoup de courage et de lucidité tout ce qui n'avait pas fonctionné à la fois au niveau militaire, politique, renseignement, qu'est-ce qui avait expliqué l'échec de 2006. Et le Hezbollah a fait un peu la même chose. Et d'ailleurs, ils ont dit ils ont dit on doit mener notre commission Winograd comme les Israéliens en 2006. Et donc, je ne suis pas trop inquiète, en fait, pour le Hezbollah, et y compris pour l'appareil militaire. C'est juste que je pense qu'on va le voir, il va y avoir beaucoup d'ajustements sur le plan stratégique. Ils ont compris aussi une chose, c'est que les roquettes à longue portée, finalement, ça servait pas à grand-chose. Là aussi, un haut responsable militaire m'a dit cash, il m'a dit: «Tu sais, c'est quand même fou. Pendant des décennies, on s'est échiné à essayer de mettre la main sur des roquettes longue portée parce qu'on s'est dit: plus on pourra atteindre Israël en profondeur et plus finalement on tiendra Israël en respect». Ce qu'on a compris de la guerre de 23-25, c'est que les roquettes longue portée, ça sert pas à grand-chose. Et ça explique peut-être aussi pourquoi le Hezbollah aujourd'hui ne fait pas tellement de chichi et ne rouspète pas trop quand l'armée libanaise, avec la FINUL et puis donc les forces du mécanisme, viennent les dépouiller de tout ce matériel longue portée. Je pense qu'ils sont dans une logique de refonte complète de leur doctrine militaire. Donc voilà, je pense qu'eux, ils le vivent comme on a perdu une bataille, mais on n'a pas encore perdu la guerre. Ce que je partage tout à fait votre analyse et je m'en nourris pour la question suivante qui servirait un peu de conclusion. Est-ce que dans une certaine mesure, le Hezbollah, avec cette nouvelle génération, n'est pas un carrefour, un double carrefour, celui de s'autonomiser de cette ancienne génération, éventuellement d'avoir à s'autonomiser aussi de d'un lien très fort avec l'Iran. C'est-à-dire, j'entends pas que le lien était très fort, mais qu'en tout cas le lien sera peut-être moins fort économiquement, militairement, pour des tas de raisons géostratégiques. Heu et est-ce que finalement, loin d'arrêter, cette nouvelle génération n'est pas en train de repenser une forme de Hezbollah plus autonome, nécessitant moins la présence d'un chef charismatique, c'est ce qui m'a été dit en tout cas, pouvant se repenser effectivement, comme vous le disiez, avec des armes peut-être de fabrication libanaise, des drones et autres et de toute façon, une infanterie, vous l'avez rappelé, qui au sud, heu, ne s'est pas fait battre sur le terrain par les 5 divisions, Golani et autres, les forces spéciales, israéliennes. C'est très intéressant, votre question est très intéressante et elle est extrêmement pertinente. Alors, je ne sais pas, à quoi ressemblera le Hezbollah militaire, en tout cas la résistance islamique, au Liban, parce que donc la partie militaire dans les années qui viennent, ça, et je pense qu'il y a aucun risque. On nous annonce déjà, ce vers quoi ça ira. Mais, il y a une chose, je pense, qui est très importante à garder à l'esprit, c'est que, la vraie capacité de nuisance du Hezbollah à l'encontre d'Israël, paradoxalement, n'a jamais tenu ni dans le nombre de ses combattants, ni dans, la qualité de son armement. C'est quelque chose qui est régulièrement revenu dans les médias, dans les, questionnements d'experts occidentaux, genre combien est-ce qu'ils ont d'hommes, qu'est-ce qu'ils ont comme type de roquettes, qu'est-ce qu'ils ont, et au final, on oublie que le Hezbollah a mis fin à l'occupation israélienne du Sud Liban et a viré les Israéliens du Sud Liban avec des moyens très rudimentaires, avec des Kalash qui dataient de la Russie des années 70 et 80, avec des cocktails Molotov, avec des mines de fabrication artisanale qu'ils ont placées, qui plaçaient sur le chemin des chars israéliens, et puis évidemment le corps à corps. Un point d'ailleurs où les Israéliens ne sont pas bons. L'armée israélienne a fait le choix,
en tout cas les stratèges de l'armée israélienne ont fait le choix il y a très longtemps, je dirais que ça remonte à peu près à 30-40 ans, de tout miser sur le technologique et sur justement un peu dans une logique aussi américaine qui est de ne jamais se retrouver en fait face à l'ennemi sur le terrain. On ne veut plus le champ de bataille, on veut plus se battre en fait. L'ennemi, on le bat en le tuant, mais pas en le combattant. Et parce que après, il faut comprendre aussi dans la culture israélienne, il y a cette espèce de et ça vient évidemment du traumatisme de la Shoah, hein, qui est voilà la survalorisation de la vie des soldats israéliens. Il faut surtout pas les mettre en, en, en danger. Il faut éviter au maximum la confrontation voilà, au corps à corps avec l'ennemi. Donc les Israéliens sont pas bons pour se battre. Ils sont pas vraiment formés à ça. Ils savent très bien utiliser un char, ils savent très bien utiliser voilà, des lanceurs de roquettes automatiques. J'appuie sur le bouton depuis Tel Aviv. Mais dès qu'ils se retrouvent, j'ai envie de dire, si on devait mettre un Israélien avec un couteau face à un Hezbollah face à un couteau, ou même un Hamas face à un couteau, l'Israélien ne tiendrait pas 10 minutes. Et ça, au demeurant, les Israéliens le reconnaissent et ils l'assument, parce que ça a été un choix stratégique, je répète, qui a été fait il y a très longtemps. Et on oublie donc que le Hezbollah, en fait, qu'a gagné comme ça. Il a gagné au corps à corps, il a gagné, lui, par contre, il se bat, il n'a pas peur de monter au créneau. Et donc, aujourd'hui, quand vous discutez avec des membres de la force militaire du Hezbollah, justement, ils aiment bien rappeler ça. Ils disent, vous savez, là, on a le contexte politique, géostratégique qu'on a, mais si les Israéliens sont vraiment dans une logique, puisque on en parle à Tel Aviv, hein, de réinvestir le Liban, d'annexer une partie du Liban, hein, on a entendu plusieurs membres du gouvernement israélien expliquer que tout le Liban, voire une partie de la Syrie, voire etc., tout ça, c'est le grand Israël, et il faut travailler à annexer tous ces territoires. L'idée, c'est, je veux dire, tout ce dont on a besoin, effectivement, c'est une calache, un couteau et une mine artisanale et un peu de détermination. Donc, ce que je vous disais, voilà, c'est là cette fois-ci, ils ont perdu une bataille, ils le reconnaissent, comme Israël a perdu une bataille en 2006, mais je doute que le cycle soit terminé. Aurélie Daher, je vous remercie sur ces mots qui vont nous servir malheureusement de conclusion. C'est toujours un peu trop court quand on a quelqu'un qui a beaucoup de matière et de matériel et d'accès à ce terrain. Je vous remercie vraiment du fond du cœur d'être intervenu. Ça a été compliqué pour vous avoir, mais ça a été un moment enrichissant pour ma part. Donc, je tenais à vous remercier de manière un peu sincère, comme ça, en fin de podcast. Merci à vous d'avoir participé à cette interview. Merci beaucoup pour votre invitation. Merci d'avoir écouté cet entretien. Retrouvez toutes les autres interviews et bien sûr les 14 épisodes du documentaire dès le 9 mars 2026, toutes les semaines, sur toutes les plateformes d'écoute. N'hésitez pas à soutenir ce podcast si vous l'avez apprécié, en le faisant connaître autour de vous, en laissant un commentaire, notamment sur Apple Podcast, ou en vous abonnant pour aider à son référencement.